Bonjour, bienvenue dans la série sur la thermodynamique et la physique statistique. Donc nous continuons sur les applications, nous allons parler du diamagnétisme. Alors, le diamagnétisme se produit avec des atomes ou des molécules, parce que la structure électronique dépend aussi de l'assemblage des atomes, donc formant des molécules. Je ne ferai pas vraiment distinction entre atomes et molécules dans la suite. Sans moment magnétique, donc aucun moment magnétique. Tout est symétrique et les orbitales, tout comme les spins, se compensent, donnant un moment magnétique total nul. Un exemple, ce sont les molécules d'air. L'oxygène, l'azote sont des molécules diamagnétiques. Sous un champ magnétique appliqué, externe, puisque ces atomes, molécules, n'ont pas de moment magnétique, ils ne se comportent donc pas comme de petits aimants, il ne devrait pas y avoir de réaction. Mais un atome est composé d'un noyau chargé positivement, mais lourd, très lourd par rapport aux électrons, il est 1000 fois plus lourd, et peu mobile. Et d'électrons qui, eux, autour, sont très rapides, se déplaçant autour de l'atome. Or, les électrons sont des particules chargées électriquement. Et donc, ils peuvent être influencés par un champ magnétique. Typiquement, dans un champ magnétique, une particule chargée en mouvement est déviée. Elle a tendance alors à parcourir un mouvement en spirale. Donc l'électron, évidemment piégé autour de son atome, mais est influencé par ce champ magnétique. Donc les orbites des électrons, les orbitales, sont perturbées par la présence du champ magnétique. Plus précisément, on est dans le domaine quantique, la zone de présence des électrons, c'est-à-dire la fonction d'onde, qui est perturbée, elle est déformée. Sous cette déformation, la forme des orbitales n'est plus symétrique. Et on voit apparaître un petit moment magnétique qui peut se calculer. Les calculs sont assez difficiles d'ailleurs. Or, ça c'est un effet universel en électromagnétisme qui est appelé loi de Lenz. L'effet d'un champ magnétique ou électrique produit un effet qui tend à s'opposer à la cause. Donc, la déformation s'oppose à la cause qui lui a donné naissance. C'est-à-dire que l'orientation du moment magnétique qui apparaît est telle qu'il y a répulsion par le champ magnétique. Donc, les diamagnétiques sont repoussés. Cet effet est toujours très faible, parce que les orbitales sont peu déformées, donnant vraiment de très petits moments magnétiques. Bien que ça soit mesurable, avec des champs magnétiques extrêmement puissants, mais ne rêvez pas, avec un aimant comme un magnète et les molécules d'air, vous n'arriverez jamais à le mesurer vous-même. L'effet est beaucoup trop faible. Sauf une exception, ce sont les supraconducteurs, mais qu'on verra plus tard. Voilà pour le diamagnétisme. Alors, voyons l'autre cas, le paramagnétisme. Le paramagnétisme, c'est le cas lorsque les atomes, ou molécules, ont un moment magnétique. Chaque atome se comporte comme un petit aimant qui peut s'orienter sous un champ magnétique externe. On peut supposer que ce moment magnétique est assez faible et que les atomes sont suffisamment éloignés les uns des autres, même dans un solide, pour que ces aimants, ces petits aimants atomiques, ne s'influencent pas l'un l'autre de manière notable. S'il y a une forte influence, on entre alors dans le domaine des ferromagnétiques, des antiferromagnétiques, etc., d'autres formes de magnétisme. Le paramagnétisme est particulièrement courant. Beaucoup de matériaux sont paramagnétiques. Donc, il n'y a pas tellement d'influence, sauf évidemment lors d'une collision, où là, ils sont très proches. En l'absence de champ magnétique externe, chaque atome est orienté au hasard. De plus, les collisions
aléatoires et assez violentes entre atomes vont provoquer des basculements des moments magnétiques de manière totalement aléatoire aussi. Globalement, il y a autant de moments magnétiques dans un sens que dans l'autre. Et donc, il n'y a pas d'aimantation globale. On va avoir un truc comme ça, supposons dans un solide, les atomes sont alignés. Donc supposons un truc comme ça, les atomes sont alignés, les flèches indiquent les moments magnétiques et ils se retrouvent un peu dans tous les sens. Et donc en moyenne, l'orientation moyenne est nulle. Si on applique un champ magnétique externe, celui-ci va interagir, affecter ces petits aimants. Ces petits aimants atomiques. Ces derniers vont alors pivoter, comme nos aimants que nous avions vus précédemment. Un aimant placé dans un champ magnétique ou à côté d'un autre aimant va avoir tendance à pivoter pour s'orienter dans le sens attractif. Et on a la même chose ici avec un champ magnétique appliqué à une substance. Les petits aimants atomiques vont s'orienter dans le bon sens. Le résultat est alors une aimantation globale du matériau et une attraction. Attraction de la substance par le champ magnétique. Cet effet est toutefois assez faible à cause de l'agitation thermique qui tend à désorganiser la structure et à désorienter les aimants atomiques. On va avoir quelque chose un peu comme on applique un champ magnétique et les aimants vont être orientés avec de temps en temps des petits écarts. Et en moyenne, il y a bien une orientation moyenne de l'ensemble, pas tout à fait complète, parce qu'il y en a quand même qui basculent sous l'effet des chocs, des collisions, etc. Comme donc on obtient une certaine orientation en moyenne un peu assez légère. Il est possible de calculer l'aimantation. Et pour cela, on utilise la physique statistique. Donc, on y revient, l'usage de la physique statistique. Chaque atome a deux orientations, dans le sens du champ et dans le sens opposé. En réalité, il y a bien plus que deux orientations possibles. Mais à cette échelle, on est dans le domaine de la mécanique quantique. Le moment magnétique est quantifié et en présence d'un champ magnétique externe, on montre avec la théorie qu'il suffit de considérer les deux orientations directes et opposées. L'énergie de l'atome est alors légèrement modifiée en plus ou en moins selon son orientation, à cause de l'interaction du moment magnétique avec ce champ magnétique. Il y a un terme supplémentaire à l'énergie normale de l'atome, sur l'énergie cinétique par exemple, comme nous l'avions vu en physique statistique. Il y a un terme supplémentaire qui est donné par l'électromagnétisme et qui est donc plus ou moins, selon l'orientation, plus ou moins, mu B, où mu est la valeur du moment magnétique atomique et B est le champ magnétique appliqué de l'extérieur. Et ce terme vient s'ajouter à l'énergie habituelle. À partir de là, on peut calculer W, la probabilité thermodynamique de configuration macroscopique, et tous les calculs habituels nous avons vus. On calcule alors l'aimantation, c'est-à-dire la répartition des atomes qui vont être comme ça et ceux qui vont être comme ça, en fonction de la température et de l'aimantation et du champ magnétique externe. Et la différence entre ceux qui sont comme ça et ceux qui sont comme ça va permettre de calculer l'aimantation. Ceux qui sont comme ça et comme ça s'annulent, et si on a plus comme ça, ça donne une aimantation globale.
À une température donnée, on trouve ainsi la courbe qui donne l'alimentation en fonction du champ magnétique. On peut donc calculer, grâce à la physique statistique, l'alimentation, qu'on note typiquement M, de la substance, pas d'un atome seul, l'alimentation de l'ensemble des atomes, en fonction du champ magnétique, et on obtient une courbe typiquement comme ça, qui tend vers une limite, on peut écrire M0, et cette limite M0 est appelée alimentation à saturation. Elle est obtenue lorsque tous les petits éléments atomiques sont alignés dans le bon sens. Cela ne se produit qu'à des températures extrêmement basses, très basse température, proche du zéro absolu, ou dans des champs magnétiques extrêmement intenses. À nouveau, avec un paramagnétique classique comme l'aluminium, n'espérez pas l'attirer avec un aimant. On le sait bien, hein, dans la vie pratique, un aimant, ça colle sur du fer, voire si vous en disposez, du cobalt et d'autres métaux ferromagnétiques. Mais sur l'aluminium, ça ne tient pas. Parce qu'en fait, cette attraction existe, mais elle est très faible. À température ambiante et avec le faible champ magnétique d'un aimant, l'effet est extrêmement faible. Il faut des champs magnétiques très très intenses ou refroidir à des moins de 270 degrés. Évidemment, ce n'est pas à la portée du premier venu. Mais on peut le faire en laboratoire, bien sûr. On peut calculer cette courbe pour différentes températures. D'une manière générale, plus la température est grande et plus la courbe grimpe doucement, lentement. Et les résultats théoriques sont très bien confirmés par l'expérience, mais qui nécessitent donc des températures très basses ou des champs magnétiques très intenses pour les mesures. Et voilà, et donc dans la prochaine vidéo, nous allons passer à l'alimentation plutôt classique, hein, celle des aimants, du fer, etc. Donc nous allons parler du ferromagnétisme. Je vous remercie.